Le coup sec du marteau de juge claque, écho d'une détonation funeste. Le destin d'un homme est suspendu à un fil. Nous nous en remettons à nos cours de justice, censés être des sanctuaires du droit. Mais que se passe-t-il quand le magistrat lui-même est le malfaiteur? Quand l'homme en robe, dévoré par une haine viscérale, va jusqu'à fabriquer des preuves contre un homme noir pour s'assurer d'une condamnation? Il s'apprête à anéantir la vie du mauvais homme, car cet homme est bien plus qu'un simple prévenu. C'est un agent des forces de l'ordre, et il enregistre chaque seconde. L'atmosphère de la salle d'audience 3B du palais de justice du Val-de-Loire était lourde, saturée d'une odeur de bois ciré et de café filtre médiocre. C'était le fief du juge Arthur Dubois, un royaume sur lequel il régnait en monarque aigri. Dubois, dont le visage semblait moulé dans un rictus permanent de déception contenue, toisait l'accusé depuis son perchoir. Ses yeux, d'un bleu délavé, passaient au crible l'homme qui lui faisait face. L'accusé se nommait Léo, sans autre précision sur le rôle d'audience. C'était un homme noir, approchant la trentaine, engoncé dans une combinaison orange de prisonnier qui soulignait sa forte musculature. Son visage affichait une sérénité presque déconcertante. Affaire 719B, le peuple contre Léo Duval, annonça le greffier d'une voix monotone. Chef d'accusation, résistance à l'arrestation et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Non coupable sur toute la ligne, votre honneur, déclara Léo. Sa voix, grave et assurée, était exempte de la terreur que Dubois était accoutumé à inspirer. Dubois se pencha, ses besicles glissant sur son nez. Violence sur un agent, monsieur Duval. C'est une accusation sérieuse. L'agent Théo Morin affirme que vous lui avez brisé la main. L'agent Morin, rectifia Léo, a glissé sur le pavé humide en tentant de m'interpeller sur la base d'un vague signalement. J'ai levé les bras en signe de reddition et il est tombé. Je ne l'ai pas effleuré. Quelle fable, railla Dubois, balayant d'un geste la jeune avocate commise d'office, Chloé Mercier, qui s'agitait pour prendre la parole. Chloé, avec à peine 3 ans de barreau et croulant sous les dossiers, réussit enfin à articuler, votre honneur, le casier de M. Duval est vierge. L'accusation de violence est manifestement disproportionnée. Le rapport du coéquipier de l'agent Morin ne fait état que de résistance. Nous soupçonnons l'agent Morin d'avoir falsifié son rapport a posteriori. Nous plaidons pour une mise en liberté. Dubois la toisa avec un mépris glacial. Connaissez-vous mon taux de condamnation, maître Mercier? Il est très élevé. Je n'ai aucune indulgence pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Son regard revint sur Léo. Ce signalement. Vous trouviez-vous aux abords des cambriolages du village de Saint-Émilion? J'étais à 3 kilomètres de là, je rentrais à pied de l'arrêt de bus, répondit Léo. C'est leur refrain habituel, marmonna Dubois, assez fort pour être consigné. Il brassa quelques feuilles. Un homme noir. Sans emploi déclaré. Sans domicile fixe. Un marginal, un danger. Pour Dubois, l'affaire était déjà jugée. Je ne laisserai pas un casseur de flic en liberté. Caution fixée à 100 000 €. Chloé blêmit. Votre honneur, pour une simple résistance, c'est impossible. Impossible? Alors il n'avait qu'à pas agresser la police, trancha Dubois. 100 000 €, en numéraire ou par garantie. Affaire suivante. Son marteau s'abattit. Tandis que le gendarme Stéphane Leroy, un colosse aux faciès de dogue, empoignait Léo, celui-ci fixa le juge Dubois. Pas de peur dans son regard. De la curiosité. Une concentration purement analytique. Dubois ressentit un malaise. Il l'attribua à l'indignation. Quelle arrogance chez ces gens, songea-t-il. Léo fut emmené vers les geôles du tribunal. La lourde porte métallique claqua. Il s'assit sur le banc glacial, ferma les yeux. Le masque de Léo Duval tomba. L'agent spécial Léo Duval, de la brigade de répression de la corruption de la police judiciaire, fit le point. L'opération initiale, nom de code marteau, était simple, infiltrer un agent sous une fausse accusation mineure pour tester l'intégrité du système de cautionnement. On suspectait un trafic d'influence, mais le juge Dubois n'avait pas mordu. Il n'avait pas orienté vers un garant spécifique. Il avait fait pire. Il avait étalé un racisme si flagrant, si haineux, que la mission venait de prendre un tournant radical. Dans la fourgonnette de la PJ, garée à proximité,
son équipe était à l'écoute. 100 000 euros, souffla l'agente Manon Rivière, les yeux rivés sur les vumètres, pour une résistance. Ce n'est plus de la partialité, c'est une profession de foi, constata l'agent Nicolas Petit, le chef du groupe. Mais ça ne suffit pas. Un juge raciste qui fixe une caution exorbitante, ce n'est pas un crime fédéral. C'est juste la routine. Léo va être incarcéré, s'inquiéta Rivière. Ils vont le traiter. Non, dit Petit, le visage fermé. Ce juge est imbu de lui-même. Testons son arrogance. Payons la caution. Via une société écran. Voyons sa réaction quand ce marginal sera libéré. Le plan fut adopté. Il verserait une prime de 10 000 euros à une société de cautionnement, et Léo serait libre au matin. Pendant ce temps, dans son bureau, le juge Dubois bouillonnait. Il relut le dossier Duval, fixant la photo d'identité impassible. 100 000. Il savait l'homme incapable de payer. Il allait moisir 6 mois en préventive, puis accepter n'importe quel accord. C'était ainsi que le système marchait. Son système. Il appela son greffe. Trouvez-moi Valérie Bernard. Quand la substitut du procureur répondit, Dubois alla droit au but. Bernard, l'affaire Duval. La résistance, c'est trop léger. Le collègue de Morin commence à douter. Trouvez-moi mieux. Je veux qu'il plonge. Juge, soupira Bernard, je ne peux pas inventer des charges. Je ne vous demande pas d'inventer, susurra Dubois d'un ton mielleux et menaçant. Je vous demande de trouver. Cet homme est une menace. Faites votre travail. Il raccrocha. Il fixa de nouveau la photo. Tu ne me regarderas plus jamais comme ça dans mon tribunal, siffla-t-il. Je vais te briser. Le lendemain matin, en arrivant au palais, le juge Dubois trouva une note sur son bureau. Léo Duval avait payé sa caution. La note provenait de Fidelia Assurance. Un nom inconnu. Il la jeta. Libre. Avec 100 000 euros. Le juge devint écarlate. Un défi. Une insulte. Ce Duval n'était pas un quidam. Il avait des appuis. Dans l'esprit malade de Dubois, c'était un membre du grand banditisme. Le genre qui l'exécrait. Le genre qui se croyait au-dessus de lui. Il claqua la porte de son bureau si fort que les murs tremblèrent. Il actionna l'interphone. Le roi. Mon bureau. Sur le champ. Le gendarme Stéphane Leroy était plus que l'employé du tribunal. Il était l'homme de Dubois. Ils avaient fait leur chemin ensemble. Leroy, le flic raté, et Dubois, le procureur aux dents longues. Depuis 20 ans, Leroy était son exécutant, le marteau pour l'homme qui se voyait comme un scalpel. Leroy entra, l'air aussi aimable qu'à son habitude. Un souci, juge? L'affaire Duval, dit Dubois en arpentant la pièce. Caution payée. Un peu cher pour un SDF, grogna Leroy. Ce n'est pas un SDF, rétorqua Dubois. C'est autre chose. Et je ne le lâcherai pas. L'accusation de violence ne tiendra jamais. Le partenaire de Morin se dégonfle, prétend que Morin a glissé. Un pleutre. Leroy attendait, impassible. Il connaissait ce genre de préambule. Il nous faut du solide, dit Dubois, s'arrêtant net. Il alla vers une armoire métallique verrouillée qui détonnait avec le reste du mobilier. Il l'ouvrit avec une clé qu'il était le seul à posséder. L'intérieur ne contenait pas de dossier, mais des dizaines de sachets de scellés. Seringues, fioles, et de nombreux sachets de poudre blanche. Le butin d'un dragon, amassé sur une décennie d'affaires classées, de preuves égarées. Son assurance vie. Il en sortit un sachet contenant une vingtaine de grammes de cocaïne. Provenance, affaire morale. Classé sans suite. Les scellés auraient dû être détruits. Une lueur malsaine brilla dans les yeux de Leroy. Vous pensez à... Ces effets personnels sont encore à la consigne du tribunal, siffla Dubois. L'enregistrement a été fait, mais il est sorti avant son transfert. Portefeuille, clé, téléphone. Tout est dans un casier. Je le glisse dans son sac? Demanda Leroy, sans détour. Je veux que vous le trouviez dans son sac, le corrigea Dubois,
le regard glacial. Vous faites un inventaire. Vous sentez une odeur forte. Vous ouvrez le sac pour vérifier le manifeste, et ce poison en tombe. Le roi opina, un sourire gras étirant ses lèvres. Une odeur forte. Reçu. Mais, juge, il a été fouillé à son arrivée. Ses affaires ont été listées. Le rapport est clean. Les agents de l'admission sont des incapables, balaya Dubois. Ils ont raté la doublure. Une simple erreur que votre vigilance a corrigée. Vous serez un héros, le roi. Vous aurez coffré un gros bonnet. Il lui tendit le sachet. Le roi le sentit dans sa paume, ses doigts boudinés se refermant dessus. Et Duval, il est dehors. Il vient sûrement récupérer ses affaires. Le garant a dit 10 heures. Il est 9h30. Dubois consulta sa montre. Quand il viendra, ce ne sont pas ses affaires qu'il récupérera, mais une nouvelle paire de menottes. Et cette fois, pas de caution. Et l'avocate, Mercier, elle va crier au scandale. Quel cri, ricana Dubois. Ce sera sa parole contre celle d'un gendarme médaillé et d'un juge. Je refuserai toute requête en nullité. Je ferai accélérer le procès. À Noël, M. Duval sera à la maison centrale, sa vraie place. J'y vais, dit le roi. Il quitta le bureau. Le juge Dubois se cala dans son fauteuil, ajustant sa robe. Il savoura cette sensation familière du monde qui se pliait à sa volonté. La justice, c'était l'ordre. Et il était le seul capable de l'imposer. Dans la salle des consignes, le roi agissait avec une précision de routine. Il avait les clés. Il connaissait les angles morts des caméras. Il localisa le casier et Duval. Il ouvrit le sac en papier scellé. À l'intérieur, un portefeuille usé, une clé, un paquet de chewing-gum, des lunettes de soleil noires. Le roi eut un rictus. Il défit la fermeture éclair de la doublure du coupe-vent, y enfouit le sachet et referma le tout. Il resigilla le sac principal. Puis il alla au guichet. Je fais un contrôle des consignes. Donnez-moi le dossier Duval. 20 minutes plus tard, Léo Duval pénétrait dans le palais de justice, en civil. Il se présenta au guichet des consignes. Pour récupérer les effets de Léo Duval. La greffière leva la tête, puis ses yeux s'arrondirent. Ah, monsieur, veuillez patienter un instant. Léo sentit la tension monter. Par une porte latérale, le gendarme Leroy apparut, escorté de 2 collègues. Léo Duval? Aboya Théil. C'est moi-même. En état d'arrestation. Pour quel motif? Demanda Léo d'une voix égale. Je suis sous caution. Trafic de stupéfiants, lança le roi, sortant des menottes neuves. Il brandit le sachet de cocaïne. Trouvez dans vos affaires. Pas de chance. Apparemment, vous n'êtes pas qu'un casseur de flics, vous êtes un dealer. Léo regarda le sachet. Il regarda le roi. Puis il leva les yeux vers la caméra de sécurité dans le coin, celle que le roi croyait inefficace. Lentement, il plaça ses mains dans son dos. Compris, dit-il. Allez chercher le juge. Je crois qu'il ne voudrait pas manquer ça. Le roi se mit à rire. Oh, il est au courant. C'est lui qui nous a dit de vous garder à l'œil, vous et les autres déchets. Au même moment, dans la fourgonnette, l'équipe de Léo suivait un autre flux vidéo. Pas celui de la caméra du tribunal. Celui de la micro-caméra dissimulée dans les lunettes de soleil de Léo, au cœur même du sac de consignes. Ils avaient un enregistrement audio-vidéo parfait, en haute définition, des mains de Leroy ouvrant le sac, y plaçant la drogue, et le refermant. Dans le véhicule, l'agente Rivière pressa le bouton d'enregistrement, créant une copie de sécurité. Oh mon Dieu, chuchota Théil. Il l'a fait. Le gendarme du juge a piégé un agent fédéral. L'agent petit ne jubilait pas. Son visage était une pierre. Contactez le substitut du procureur. Immédiatement. Dites-lui que l'opération Marteau est terminée. C'est l'opération Cheval de Troie. Et on est dedans. La nouvelle de cette seconde arrestation assomma Chloé Mercier. Elle retrouva Léo dans la geôle du tribunal, déjà revêtu d'une nouvelle combinaison orange.
20 grammes de cocaïne, dit-elle, la voix brisée. Dans vos affaires. Léo, dites-moi que c'est une erreur. C'est une erreur, confirma Léo, calmement. Mais pas celle que vous croyez. C'est un coup monté. Par qui? Les agents de l'admission? Réfléchissez, Chloé, la guida-t-il. Qui y a accès? Qui a le mobile? Qui était assez furieux de ma libération pour risquer sa carrière? Le sang de Chloé se figea dans ses veines. Le juge Dubois. C'est le cerveau, dit Léo. Mais il a un exécutant. Qui m'a arrêté? Le gendarme Leroy, souffla-t-elle. C'est lui qui a annoncé la découverte. Ciel. Je veux une audience pour contester la saisie, dit Léo. Rapide. Et je veux Leroy à la barre. Avec Dubois comme président. C'est du suicide, Léo, s'opposa Chloé. Si Dubois est complice, il rejettera tout. On est fini. Il faut demander son dessaisissement. Non, insista Léo d'un ton sans appel. C'est lui que je veux. Je veux qu'il tranche. Je veux qu'il soit assis sur son trône, à écouter le tissu de mensonges qu'il a lui-même tissé. Vous pouvez le faire? Chloé dévisagea cet homme. Sans peur. Juste une colère froide, maîtrisée, qu'elle ne lui connaissait pas. C'était effrayant, mais aussi galvanisant. Une audience de contestation? Elle acquiesça, sa propre détermination s'affirmant. Je dépose la requête avant midi. J'invoquerai une rupture de la chaîne de possession. Ils seront obligés de répondre. Parfait, dit Léo. Et Chloé, oubliez le procès. Concentrez-vous sur cette audience. Sur le roi. Et surveillez le juge. Le moindre de ses gestes. 2 jours après, la salle 3B était pleine à craquer. La rumeur avait circulé. Le tapeur de flics était devenu un gros trafiquant. La presse locale avait dépêché un dessinateur. Le juge Dubois s'installa, le visage grave. Nous sommes réunis pour examiner une requête en nullité dans l'affaire Le Peuple contre Léo Duval. Maître Mercier, la parole est à vous. Chloé se leva. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Votre honneur, la défense demande l'annulation de la saisie d'un sachet de stupéfiants trouvé dans les effets personnels de mon client. La découverte de cet objet est une impossibilité factuelle et juridique. M. Duval a été fouillé par 2 agents. Ces biens ont été inventoriés et placés sous scellé. La découverte du gendarme Leroy, des heures plus tard, dans une zone sécurisée, viole tous les protocoles et suggère une manœuvre du parquet. Valérie Bernard bondit, le visage empourpré. Objection. Elle insinue des fautes graves de la part d'un officier de justice. Je n'insinue rien, la coupa Chloé, avec une assurance nouvelle. J'énonce des faits. Et pour les éclaircir, la défense cite à comparaître le gendarme Stéphane Leroy. Un frémissement parcourut l'assistance. On ne citait pas un gendarme de la cour. Dubois foudroya Chloé du regard. C'est tout à fait inhabituel, maître. Les circonstances sont inhabituelles, votre honneur, rétorqua Chloé. À moins que le parquet ne préfère admettre les faits et risquer l'annulation pure et simple. Bernard et Dubois étaient piégés. Soit, lâcha Dubois. M. Leroy, à la barre. Leroy, engoncé dans un costume, prêt à serment. Chloé s'avança. Gendarme Leroy, relatez à la cour les événements qui ont mené à la seconde arrestation de mon client. Leroy débita la version de Dubois. J'effectuais un inventaire de routine. Arrivé au casier 14B, celui de l'accusé, j'ai perçu une odeur chimique piquante. Piquante? Répéta Chloé. Provenant d'un sachet hermétique, lui-même dans un sac scellé, dans un casier métallique? Leroy se crispa. Oui. Très forte. Si forte que les 2 agents qui ont manipulé le sac ne l'ont pas senti? Ni le greffier? Je vous dis ce que j'ai senti, s'énerva Leroy. Qu'avez-vous fait alors? J'ai suivi la procédure. J'ai ouvert le casier et le sac pour comparer le contenu au manifeste. C'est là que j'ai trouvé la drogue, dans la doublure de sa veste. Vous avez ouvert un sac de scellé? Un sac d'effets personnels,
corrigea le roi. Scellé par un autre agent. Sans mandat. Sans témoin. Pas besoin de mandat, hurla le roi, cherchant du soutien auprès de Dubois. C'est propriété du tribunal. Assez, maître, gronda Dubois. Vous malmenez le témoin. J'essaie de comprendre comment des preuves se matérialisent dans un casier sécurisé, votre honneur, répliqua Chloé. Insinuez-vous que mon gendarme a placé ces preuves, maître Mercier? Demanda Dubois d'une voix glaciale. Le sang de Chloé se figea. Le moment crucial. Elle regarda le roi, en sueur. Elle regarda Dubois, prédateur sur son estrade. Elle regarda Léo. Il lui fit un unique signe de tête. Ce que j'affirme, votre honneur, dit Chloé, se tournant vers le juge, c'est que la chaîne de possession a été violée. Le témoignage de cet homme est intéressé et illogique. Ces preuves sont irrecevables. C'est le fruit d'un arbre empoisonné. Et cet arbre, il me semble, a ses racines dans ce même tribunal. Un hoquet de surprise parcourut la salle. Le visage de Dubois vira au cramoisi. Une fureur pure. Il se dressa de toute sa hauteur. L'audience est terminée. Rugit-il. Maître Mercier, je vous condamne pour outrage. 10 jours de détention. Votre honneur. Protesta Valérie Bernard, abasourdie. Quant à la requête, cracha Dubois, elle est rejetée. En totalité. Le témoignage du gendarme Leroy est crédible. Votre conduite, maître, est abjecte. Les preuves sont valables. M. Duval sera jugé. Il fixa Léo avec un rictus de haine triomphante. Tu aurais dû accepter l'accord, petit. Maintenant, tu risques 20 ans. Son marteau s'abattit. Audience levée. Gendarme, arrêtez maître Mercier. 2 officiers s'approchèrent de Chloé, pétrifiés. Le roi descendait de la barre, un sourire narquois aux lèvres. Léo Duval observait. Il voyait son avocate terrifiée, le gendarme suffisant, le juge raciste exultant. Dans la fourgonnette, l'agent Petit se tourna vers le substitut du procureur en chef, Éric Lambert, qui avait tout entendu. C'est le moment? Demanda Petit. Lambert, d'ordinaire imperturbable, tremblait de rage. Oh que oui. C'est le moment. Il saisit son téléphone. Au moment précis où le marteau de Dubois frappa le bois, les portes de la salle 3B s'ouvrirent avec la violence d'une explosion. Elles heurtèrent les murs dans un fracas qui déchira le silence. 3 hommes en tenue d'intervention bleu foncé, police nationale floquée en jaune, entrèrent en premier, sécurisant le périmètre. Suivis par l'agent Petit, l'agent Rivière, et le substitut du procureur de la République, Éric Lambert. Qu'est-ce que cela signifie? Tonna Dubois, bien que son visage pâlissait à vue d'œil. C'est mon tribunal. Plus maintenant, lança Lambert, sa voix acérée. Il s'avança au centre, un dossier à la main. Arthur Dubois. Cette audience est close. Cette salle est désormais une scène de crime. Outrageux. Hurla Dubois, la voix chevrotante. Gendarmes, appréhendez ces individus. Les 2 gendarmes qui tenaient Chloé hésitèrent, regardant les enquêteurs, puis Dubois. Ils la lâchèrent. Stéphane Leroy, qui se dirigeait vers la sortie, piqua un sprint. Stéphane Leroy. Claqua la voix de l'agent Petit, une voix qui n'admettait pas de réplique. Un des enquêteurs intercepta Leroy avec une rapidité foudroyante, le pivota et le projeta contre le mur. Vous n'avez pas le droit. Cria Leroy, la joue contre le plâtre. Oh que si, répondit l'agent Rivière en sortant ses menottes. Stéphane Leroy, vous êtes en état d'arrestation pour complot, violation des droits civiques, trafic de stupéfiants et faux témoignages. Ce fut le chaos. Le public s'agitait. Le dessinateur crayonnait à toute vitesse. Dubois était debout, le visage livide, terrifié. C'est une mascarade. Un canular. Sur quelle base? De quelle autorité? De la mienne, répondit Lambert en s'approchant de la barre. Et de celle du ministère de la Justice. Il fit un signe aux enquêteurs. Prenez-le. 2 d'entre eux gravirent les marches vers l'estrade. Non. Hurla Dubois en reculant.
Vous ne pouvez pas. Je suis juge. Je suis la loi. Vous étiez juge, dit Lambert. Vous êtes maintenant un prévenu. Quant aux preuves. Il désigna les geôles. Un enquêteur ouvrit la porte. Léo Duval en sortit. Plus de combinaison orange. Plus de menottes. Il traversa calmement la salle, époussetant sa manche. Le juge Dubois le dévisagea, la mâchoire pendante. Toi. Toi. Léo leva les yeux vers l'homme qui voulait sa perte. Moi. Il sortit de sa poche son portefeuille professionnel. Il l'ouvrit. Agent spécial Léo Duval, sa voix emplit la salle. Police judiciaire. Opération Marteau. Enfin. Opération Cheval de Troie. Chloé Mercier, près de Valérie Bernard, porta la main à sa bouche. Mon Dieu. L'épreuve, poursuivit Léo, les yeux dans ceux de Dubois. Tout est là. La première interpellation, la caution délirante, votre ordre illégal à la substitut Bernard. Tout est enregistré. Enregistré? Murmura Dubois, s'affaissant sur son siège. Mais toi, dit Léo en désignant le roi, qui sanglotait pendant qu'on le menottait. C'est toi qui étais la vraie cible. Toi et ton chef. Il se retourna vers Dubois. Voyez-vous, juge, quand on a une cible, on la met sur écoute. Ou, si on est habile, on fait en sorte qu'elle installe elle-même la surveillance dans sa propre salle sécurisée. Léo se tourna vers l'agente Rivière. Agente, la vidéo. Rivière fit signe à un technicien qui amena un grand écran. Elle y brancha un ordinateur. Ceci, annonça Léo, provient d'une micro-caméra audio-vidéo haute définition. Celle de mes lunettes de soleil. Les lunettes de soleil qui étaient dans mon sac de consignes. Rivière lança la vidéo. La salle regarda, horrifiée, l'écran qui montrait la scène vue de l'intérieur du sac. Ils virent les doigts boudinés de le roi, entendirent ses grognements, et le virent distinctement sortir le sachet de cocaïne de sa propre poche pour le cacher dans la doublure. Une femme cria dans le public. Valérie Bernard était au bord du malaise. C'est un montage. Balbutia Dubois. Des effets spéciaux. C'est authentifié par le laboratoire de la police scientifique, juge, intervint Lambert. Et corroboré par l'enregistrement de votre bureau. Celui où vous lui donnez la drogue. La drogue de l'affaire morale. Dubois se tut. Il n'avait plus rien à dire. Il semblait soudain vieux et misérable, un pantin désarticulé dans une robe de juge. Arthur Dubois, lut Lambert sur le mandat, vous êtes en état d'arrestation pour complot, fabrication de preuves, violation de l'article 432-4 du Code pénal, atteinte à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, et une dizaine d'autres chefs d'accusation que nous ajouterons. Les enquêteurs n'hésitèrent pas. Ils le saisirent par les bras et l'arrachèrent de son fauteuil. Le roi d'hier n'était plus qu'un prisonnier. Vous ne pouvez pas, génie, il tandis qu'on lui passait les menottes. Je suis un juge. Vous êtes une honte, dit Léo Duval d'une voix posée. En sortant, le regard de Dubois croisa celui de Léo. La même haine y brûlait, mais noyée dans une terreur abjecte. Léo se tourna vers Chloé Mercier, qui le fixait, stupéfaite. Vous êtes de la PJ, bégaya-t-elle. En effet, dit Léo. Et vous m'avez laissé. Vous l'avez laissé me condamner pour outrage? Vous alliez les laisser m'incarcérer? L'expression de Léo s'adoucit. Mon équipe était dans le couloir, maître. Vous n'auriez jamais franchi les portes. Mais il fallait que vous alliez jusqu'au bout. Il fallait que vous vous battiez. Vous êtes une avocate exceptionnelle. Il se tourna vers Lambert. La salle est sécurisée. Commençons l'exploitation des dossiers. Je parie que l'armoire à assurance du juge Dubois n'est qu'un début. L'arrestation d'un magistrat en exercice n'est jamais une mince affaire. La chute du juge Arthur Dubois fut un séisme. La PJ et le parquet ne se sont pas contentés d'arrêter Dubois et le roi. Ils ont mis la main sur 20 ans d'archives du palais de justice du Val-de-Loire. L'armoire dans le bureau de Dubois était une mine d'or de la corruption. Il s'est avéré que Dubois ne se limitait pas à piéger ceux qui l'haïssaient. Il était à la tête d'un vaste réseau d'extorsion.
Il ciblait des prévenus qu'il savait solvables aux petits commerçants, familles de la classe moyenne. Le roi ou un autre complice plaçait une petite quantité de drogue. Puis, l'avocat attitré de Dubois, un certain Philippe Durand, entrait en scène. Le juge Dubois est inflexible, expliquait-il. Mais je peux arranger les choses, moyennant finance. L'argent était versé, partagé entre Durand et Dubois, et les charges étaient levées pour un vice de forme. L'affaire Léo Duval était différente. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de haine pure. Face à un homme noir qui lui tenait tête, Dubois avait court-circuité l'extorsion pour passer directement à la destruction. C'est cet acte de racisme qui a signé sa perte. Face à 30 ans de prison, Stéphane Leroy s'est mis à table. Il a déballé 20 ans de corruption, de pots de vin, de preuves fabriquées. Il a donné des noms, des dates, des numéros de dossier. Il a balancé Philippe Durand. Il a balancé 2 autres gendarmes. Il a impliqué la substitut Bernard, non comme complice active, mais pour son silence coupable, ce qui constituait un délit. Bernard fut radié. Mais la révélation la plus choquante concernait la résistance à l'arrestation initiale. L'agent Théo Morin, celui qui prétendait avoir la main cassée, était le neveu de Dubois. L'interpellation, l'escalade, la prétendue agression, tout était un montage. Dubois se servait de son neveu pour nettoyer certains quartiers au profit de promoteurs immobiliers amis. La PJ avait tiré sur un fil et c'est toute la tapisserie vermoulue du système judiciaire local qui s'est défaite. Chloé Mercier fut d'abord anéantie. La jeune avocate idéaliste avait été un pion sur un échiquier dont elle ignorait l'existence. Mais quand Éric Lambert lui proposa un poste au sein du parquet, pour superviser l'examen des cas Dubois, elle accepta. Elle n'était plus un pion. Elle était une pièce maîtresse, et elle était en colère. Elle prit la tête des investigations, passant au crible chaque condamnation prononcée par Dubois. Une tâche titanesque et déchirante. Elle découvrait, dossier après dossier, des vies brisées, principalement des hommes d'origine maghrébine et africaine, condamnés sur des preuves montées de toutes pièces, ayant accepté des peines de 10 ans pour en éviter 30. Le battage médiatique fut intense. Le juge de la honte, cocaïne et corruption au palais. Le procès d'Arthur Dubois fut une simple formalité. Avec la vidéo des lunettes de Léo, les enregistrements de son bureau et le témoignage de Leroy, la défense n'avait aucune carte à jouer. Dubois, privé de son pouvoir, de sa robe, de sa dignité, flottait dans un costume devenu trop grand. Il avait pris 20 ans en 2 mois. Son arrogance s'était muée en une peur pathétique. Il tenta un dernier barreau d'honneur, prétendant à la barre avoir été victime d'un complot de la PJ. En contre-interrogatoire, Lambert le laissa s'enfoncer pendant 10 minutes, puis se contenta de repasser la vidéo des lunettes de Léo. Les lunettes de l'agent Duval, M. Dubois, faisaient-elles partie du complot? La caméra était-elle une militante politique? La défense n'eut rien à ajouter. Le jury délibéra moins d'1 heure. Coupable des 47 chefs d'accusation. L'audience de sentence fut fixée à la Cour d'appel fédérale, un bâtiment moderne et transparent, loin du bois sombre et de la corruption du tribunal de Dubois. La présidence fut confiée, sans surprise, à la juge Monique Fournier. Une légende. Une femme noire, ancienne avocate des droits civiques, qui avait combattu des hommes comme Dubois toute sa carrière. Une intelligence juridique redoutable, une aversion totale pour l'injustice. Dubois fut amené en fauteuil roulant, ses avocats plaidant une santé défaillante. La juge Fournier l'observa, impassible. Le ministère public, représenté par Lambert et Chloé Mercier, requit la réclusion à perpétuité. Monsieur Dubois, déclara Chloé dans son réquisitoire final, n'a pas seulement violé la loi. Il était la loi. Et il l'a pervertie, empoisonnée, utilisée comme une arme contre ceux qu'il avait juré de protéger. Il a bâti un empire sur le mensonge, et a rempli ses geôles de pauvres, de marginaux, de ceux dont la couleur de peau lui déplaisait. Il n'est pas un simple criminel. Il est une crise constitutionnelle incarnée. Puis ce fut au tour de Dubois de parler. Son avocat commis d'office se leva. Mon client est un homme brisé. Il a 68 ans. Il est cardiaque. La perpétuité serait une peine de mort. Nous implorons votre clémence. La salle était suspendue à ses lèvres. La juge Fournier regarda Dubois. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Dubois?
Le vieil homme leva des yeux larmoyants. J'ai commis des erreurs, chuchota Théil. Je me suis perdu. La pression. Les voyous. Ils m'ont tué. Je voulais juste faire le ménage. J'ai cru bien faire. La juge Fournier l'écouta, puis but une gorgée d'eau. Elle posa son verre. Monsieur Dubois, commença-t-elle d'une voix douce mais chargée d'une autorité immense. Vous vous présentez dans un fauteuil roulant dont vous n'avez nul besoin, et vous parlez d'erreur. Une erreur, c'est se tromper de numéro de téléphone. Renverser son café. Vous n'avez pas commis d'erreur. Vous avez fait des choix. Le choix de trahir la confiance sacrée de la nation. Le choix d'utiliser votre pouvoir non pour protéger l'innocent, mais pour accabler le faible. Vous parlez de voyous. Le seul prédateur que je vois ici, c'est celui qui dévore l'espoir, qui piétine la Constitution, qui s'attaque aux plus démunis. Et ce prédateur, monsieur, c'est vous. Dubois accusa le coup. Vous ne vous êtes pas perdu, poursuivit la juge Fournier, sa voix gagnant en intensité. Vous avez tracé une voie nouvelle, pavé des vies que vous avez détruites. Vous vous êtes assis sur ce siège, drapé dans une robe que des gens bien meilleurs que vous ont honoré, et vous en avez fait un linceul. Vous avez piégé un agent fédéral. Aveuglé par votre fanatisme, certain de votre impunité, vous n'avez pas seulement commis un crime, vous avez commis un crime stupide. Vous vous preniez pour un dragon, et vous avez été terrassé par un homme que vous preniez pour un moucheron. Elle consulta ses notes. Vous demandez la clémence. Cette clémence que vous avez systématiquement refusée. Vous parlez de votre cœur malade. Mais qu'en est-il du cœur de la mère dont vous avez envoyé le fils en prison pour 10 ans pour un sachet que vous aviez vous-même placé? Qu'en est-il du cœur d'une communauté à qui vous avez appris à craindre le seul lieu censé être son ultime refuge? Cette vidéo, dit-elle, où l'on vous voit dans votre bureau tendre ce sachet de cocaïne à votre sbire. Elle sera étudiée dans les facultés de droit pendant un siècle comme l'illustration parfaite de l'abus d'autorité. Je vous condamne, Arthur Dubois, à la peine maximale pour chacun des chefs d'accusation, les peines étant cumulatives. Vous avez 68 ans. Votre sentence s'élève donc à 120 ans. Vous allez quitter cette salle pour un quartier de haute sécurité. Pas de cellule individuelle. Vous serez avec les autres détenus. Vous ne serez plus qu'un numéro. Vous mourrez en prison. Et à ce moment-là, la seule justice que cette cour reconnaîtra sera le classement de votre dossier. L'audience est terminée. Elle abattit son marteau. Un claquement de fouet. Tandis que les enquêteurs soulevaient Dubois, désormais en pleurs, de son fauteuil roulant, l'agent spécial Léo Duval, qui observait du fond de la salle, esquissa un mince sourire sombre. La chute d'Arthur Dubois fut une déflagration. Les éclats de son royaume en ruine ont ravagé le système judiciaire de la région, et l'onde de choc se propagerait pendant des décennies. Sa condamnation à 120 ans par la juge Monique Fournier marqua la fin de son histoire, un dernier soupir pathétique alors qu'on le poussait, sanglotant, dans un fourgon. Mais pour les centaines d'hommes et de femmes qui l'avaient broyé, c'était un nouveau départ. Le long et douloureux travail de la justice ne faisait que commencer. La première vague commença avec Lucas Girard. Lucas était en prison depuis 12 ans. Arrêté à 22 ans pour trafic de stupéfiants, une accusation absurde pour ce cuisinier de bistrot qui n'avait jamais touché à la drogue. Il avait été contrôlé par l'agent Morin pour conduite suspecte, et une fouille de son coffre avait révélé une brique d'héroïne. Son avocat commis d'office, paniqué à l'idée d'affronter Dubois, lui avait conseillé de plaider coupable. Il propose 15 ans. Au procès, il t'en mettra 50. Lucas, face à cette perspective, avait accepté. Sa fille avait 1 an. Il ne l'avait jamais vu marcher. Chloé Mercier, désormais enquêtrice spéciale pour le groupe de travail du parquet, tomba sur son dossier. Il était dans l'armoire de Dubois, sous l'étiquette succès de Morin. Épinglé au rapport, une note de Dubois, celui-là servira d'exemple à la racaille de Saint-Émilion. PD me revaudra ça. PD. Philippe Durand, l'avocat véreux. Ce n'était pas seulement une preuve fabriquée. C'était un complot. Chloé se rendit à la maison centrale. Elle rencontra Lucas dans une salle grise qui sentait le désespoir. À 34 ans, il en paraissait 50. Monsieur Girard, commença-t-elle, la voix mal assurée.
Je suis Chloé Mercier, du parquet. J'enquête sur les condamnations du juge Dubois. Dubois, cracha Lucas. Oui, je le connais. C'est lui qui m'a mis ici. Et alors? Le juge Dubois a été arrêté, dit doucement Chloé. Condamné. Pour fabrication de preuves, entre autres. Nous pensons que votre cas en fait partie. Lucas la dévisagea, sans bouger. Ne faites pas ça, murmura-t-il. Ne venez pas jouer avec l'espoir. C'est dangereux, ici. Je ne joue pas, dit Chloé en lui tendant la note. Celui-là servira d'exemple. Lucas lut. Ses mains, abîmées par le travail en prison, se mirent à trembler. Il leva les yeux, et pour la première fois en 10 ans, une lueur y brilla. Une larme coula sur sa joue. Vous voulez dire que... Nous déposons une requête en révision en urgence, dit Chloé. L'audience est demain. Je tenais à vous le dire moi-même. Le lendemain, Lucas Girard, flottant dans un costume de prêt, se tenait devant une nouvelle juge. Chloé présenta la note, le témoignage de Leroy, les preuves de l'implication de Morin. La juge, Christine Dubois, lut le dossier, le visage de plus en plus sombre. Elle se tourna vers le procureur. Avez-vous une objection à cette requête? Le procureur se leva. Aucune, votre honneur. L'État présente ses excuses. La juge Dubois abattit son marteau. La condamnation de Lucas Girard est annulée. Son casier sera effacé. Sa libération est immédiate. Monsieur Girard, vous êtes libre. Les jambes de Lucas se dérobèrent. Il s'effondra sur sa chaise, secoué de sanglots silencieux. Chloé posa une main sur son épaule. C'est fini, Lucas. C'est fini. Il fut le premier. Mais pas le dernier. Le projet marteau naquit ce jour-là, quand la fille de Lucas, âgée de 13 ans et qu'il ne connaissait pas, lui sauta au cou dans le couloir. En les voyant, Chloé, en larmes, se fit une promesse, elle les retrouverait tous. Elle quitta le parquet et, grâce à des fonds privés, créa une association dédiée à la libération des victimes de Dubois. Pendant que Chloé bâtissait un avenir, le passé s'effondrait. Le karma judiciaire est lent, mais sa lame est acérée. Stéphane Leroy l'a pris à ses dépens. En détention provisoire, privé de son uniforme et de son pouvoir, il n'était plus qu'un détenu parmi d'autres. Arrogant, stupide, il tenta de jouer les caïds. Mal lui en prit. Lors d'une partie de cartes, il accusa un autre détenu de tricherie. Le ton monta. Leroy le bouscula. L'autre, un condamné à perpétuité, se leva, sortit une lame artisanale et murmura le silence. Il la lui planta dans la gorge. Stéphane Leroy, l'homme qui avait détruit tant de vies, se vida de son sang sur le sol poisseux, sous le regard indifférent des autres détenus. Sa fin fut aussi sordide que sa vie. L'agent Théo Morin, le neveu de Dubois, n'eut guère plus de chance. Son ancien partenaire, le lâche, fut le témoin clé de son procès. Il raconta comment Morin se vantait de la protection de son oncle, comment il simulait des agressions. Condamné pour parjure et violence, il prit 10 ans. On l'aperçut plus tard, en uniforme de prisonnier, passant la serpillière. Un autre détenu renversa son seau. Nettoie, le porc, lui lança-t-il. En pleurs, Morin obéit. Le sort le plus infamant fut celui de Philippe Durand, l'avocat. Pas de preuves criminelles directes contre lui. Mais le barreau lança une enquête déontologique. Ils découvrirent un système, des dizaines de clients poussés à plaider coupables sur la base d'accords préarrangés avec Dubois. Il était le rabatteur du juge. Sa radiation fut une affaire rapide et sans éclat. Vous avez trahi la confiance la plus fondamentale, lui dit le président du Conseil de l'Ordre. Vous n'étiez pas un défenseur, mais le poignard du juge. Vous êtes radié. Ruiné, Durand perdit tout, son cabinet, sa femme, sa maison. 6 mois plus tard, un homme gara sa voiture de luxe dans un parking souterrain. Le voiturier, un homme décharné en ciré jaune, s'approcha. Votre ticket, monsieur? Le conducteur le reconnut. Mais vous êtes Philippe Durand. Durand le fixa, la pluie ruisselant sur son visage. 10 € pour la première heure, dit-il en tendant une main tremblante. La ville du Val-de-Loire était exsangue.
Le projet Marteau et d'autres organisations lancèrent une action de groupe en justice au nom des 412 victimes de Dubois. 412 vies brisées. 3296 années de liberté volée. La demande de dédommagement s'élevait à 350 millions d'euros. Le maire, Jean-Pierre Martin, faillit s'étrangler. Notre budget municipal est de 200 millions. Alors trouvez-les, répondit l'avocate de la ville, Isabelle Leclerc. Ou un jury nous condamnera au double. La ville dut se déclarer en faillite. Services publics réduits, pensions amputées. Le maire fut révoqué, le chef de la police licencié. Le système judiciaire local fut mis sous tutelle. En guise de symbole, le palais de justice du Val-de-Loire fut rebaptisé Centre de justice Monique Fournier. La salle d'audience 3B fut démolie. L'estrade du juge fut arrachée à la barre à mine. La pièce fut reconstruite pour devenir la nouvelle bibliothèque de droit public. Le premier livre installé fut un exemplaire de la Constitution française. Un an après la condamnation, dans le bureau du projet Marteau, c'était l'effervescence. Sur les murs, des photos de famille, de barbecue. Lucas Girard, devenu conseiller, aidait un ancien détenu au téléphone. Léo Duval entra, en polo et jean. Agent Duval, sourit Chloé. Ou devrais-je dire chef de section? J'ai entendu parler de votre promotion à Paris. Refusé, dit Léo. Le travail de bureau, ce n'est pas mon truc. Ça ne m'étonne pas, rit-elle. Ils écoutèrent un instant les bruits du bureau, le son de vie qui se reconstruisait. Vous savez, dit Chloé, je fais encore des cauchemars de cette salle d'audience. De ce sentiment d'impuissance. C'était un monstre, dit Léo. Mais les monstres ne prospèrent que dans le noir. On a juste allumé la lumière. Cette vidéo, songea Chloé. Cette petite caméra. C'est fou. Toute cette ville, toutes ces vies, changées par un bout de plastique. Léo regarda le mur de photos. Il vit Lucas entraînant l'équipe de foot de sa fille. Ce sont toujours les petites choses, Sarah, dit Léo. Les petits actes de résistance. La voix qui dit non. La personne qui décide de se battre. C'est ça qui change tout. Il finit son café. Vous avez accompli quelque chose de grand ici, maître. Ce n'est qu'un début, dit-elle, les yeux brillants. Vous n'êtes pas venu juste pour saluer? Non, dit Léo, le visage soudain concentré. Je dois y aller. J'ai une convocation au tribunal. Une autre affaire ici? Non, autre ville, même histoire. En infiltration? Demanda-t-elle, inquiète. Léo Duval s'arrêta sur le seuil et se retourna, un sourire sombre aux lèvres. Juste un homme qui rentre à pied de l'arrêt de bus. Il sortit dans la ville en convalescence et se fondit dans la foule. Juste un visage parmi d'autres. Mais il était un gardien. L'homme qui s'aventurait dans les ténèbres, armé de sa propre petite lumière. Ce récit est une fiction. Mais ces thèmes sont bien réels. Chaque jour, des individus combattent la haine et la corruption. Les actions d'un juge raciste comme Arthur Dubois peuvent anéantir des milliers de vies. Mais celles d'un agent courageux et d'une avocate déterminée peuvent faire s'écrouler tout l'édifice. La justice n'est jamais acquise. Elle se conquiert. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur j'aime. Cela aide l'algorithme à promouvoir ces récits de justice. Partagez-la. Et surtout, abonnez-vous. Nous avons encore tant d'histoires à vous raconter.